Aujourd'hui, nous recevons Musikango, artiste percussionniste qui nous vient du Congo. Donc, ma première question, je vais te laisser te présenter, Musi, en quelques phrases. Bonjour, comme je dis toujours, salam. Et tout d'abord, merci pour ce privilège que vous m'accordez de passer ce moment avec vous de discussion. Eh bien, je suis Moussi Congo. Je suis artiste, musicien, chanteur, percussionniste, auteur, compositeur. Je viens du Congo-Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Et j'ai commencé ma carrière en 2003 en tant que percussionniste dans un ballet intitulé Mankusu. Alors, justement, tu as commencé très jeune dans la musique. Quel impact le ballet Makusu et ses mentors comme Jean Bonzozi a-t-il eu sur ton développement artistique? Déjà, il faut noter que j'ai grandi dans un centre culturel, Sony Labotancy, l'un des grands centres qui a vu émerger plein d'artistes congolais. Et j'ai baigné dans ça depuis l'âge de 9 ans. Et il y avait la musique autour de moi, il y avait la danse autour de moi, il y avait la percussion autour de moi. Et bien que je partais à l'école, j'étais encore à l'école primaire. Et à l'époque, on faisait beaucoup du foot. Après l'école, on partait au football. Mais moi, étant donné que je me réveillais dans la musique, je me réveillais dans la danse, je me réveillais dans la percussion, et ça m'a attiré. Ça m'a attiré, j'ai commencé à taper du tam-tam très jeune. Et c'est à ce moment-là que Maître Jim, paix à son âme, mon père spirituel, m'a repéré et m'a recruté dans son ballet Mankusu, où j'étais le plus jeune. Il y avait des adultes de 30 ans, 32 ans, 40 ans, et j'étais le plus jeune à l'âge de 10 ans. C'est là qu'il m'a formé, voilà, tout est parti de là, en tant que percussionniste, chanteur et danseur aussi. D'accord. J'ai lu aussi dans ta biographie qu'en 2005, tu as remporté le premier prix FESPAM. Comment cela a influencé ton parcours musical? Mais ça influence toujours hein, quand on remporte des prix. C'est une forme de reconnaissance, une forme de gratitude et une forme de motivation surtout. Et déjà, dans le ballet Mankusu, j'étais le plus jeune. C'était le ballet senior. On avait une équipe senior et Maître Jim, mon défunt maître, avait rassemblé, regroupé des jeunes de l'âge de 12 ans, 13 ans et puis 11 ans. Et comme j'avais déjà de l'expérience, il m'a formé pendant 3 ans, 2010 à 2003, pardon. Et en 2005, il crée le ballet Ndwenya Sony, donc la pépinière du ballet Mankusu, la relève du ballet Mankusu. Et comme moi, faisant partie du ballet adulte, des seniors, j'avais déjà acquis une certaine expérience. Il m'a légué en tant que directeur artistique du ballet de la pépinière. Et donc, j'ai travaillé avec eux pendant des années, pendant 2 ou 3 ans. On s'est présenté à un premier concours, le concours de FESPAM des enfants, le Festival panafricain de musique. À l'époque, ce concours était organisé par l'ONG CED de Madame Regla Boni Kalamio au Congo-Brazzaville. Et j'ai participé avec le Ndwenya Sony Mankusu Junior, donc l'équipe senior et l'équipe junior de Ndwenya Sony. Nous avons remporté ce premier prix. C'était une forme de gratitude pour moi et ça m'ouvrait une porte. Ça m'ouvrait une porte que je n'étais pas sur un mauvais chemin, que j'étais peut-être fait pour ça. À l'époque, je ne savais pas encore, mais je pensais que j'étais peut-être fait pour ça. Et ça a eu un grand impact sur ma carrière. Ça m'a ouvert des portes de visibilité aussi, de repérage dans d'autres activités, dans d'autres festivals et tout. Voilà. Donc cela t'a permis de créer ton groupe de rap? Oui, le groupe de rap, il est venu après. Le groupe de rap, il est venu quelques années plus tard, en 2009, avec des copains de classe. Je pense qu'on préparait notre brevet, notre BEPC. Et avec mon ami d'enfance, Sagesse, Serzès et Fus Lameur, il avait plus d'expérience en musique que moi. Il faisait déjà du rap et moi j'étais entre le ballet et la musique traditionnelle. Et aussi à l'écriture des textes en tant que poète aussi, que je faisais avec mon père qui m'a initié à cela. Et donc mes textes se reflétaient un tout petit peu au rap, un tout petit peu à la poésie. Et c'est avec cet ami qu'on a créé le groupe BZ Connexion, un groupe de rap, donc Brazzaville Connexion. On a en sigle BZ Connexion, qui est devenu plus tard Kizma Connexion avec le reggae. Et donc avec BZ Connexion, on était au nombre de 3. On a eu à participer quand même à pas mal d'activités de festivals, un peu dans Brazzaville, dans l'autre ville Pointe-Noire, un peu dans tout le Congo. Et on a aussi remporté un prix à Pointe-Noire, le Grand Prix de rap. On a remporté le 2e prix. Et voilà, les prix se sont succédés après. Donc c'est parti de là. C'est parti de là quoi. Voilà, tout s'est enchaîné après.
Donc, effectivement, tu me dis que vous avez commencé votre groupe de rap, puis qui deviendra demain matin le groupe de reggae. Mais cette transition entre le rap et le reggae, elle est due à quoi? Ben, moi, je pense que comme je dis toujours, je n'ai pas choisi de faire le reggae. Je n'ai pas choisi de faire le reggae, mais je pense que c'est le reggae qui m'a choisi. Pourquoi je le dis toujours, avec cet ami, avec ce compagnon de classe, Serzès, il avait plus d'expérience en musique que moi. Et il est arrivé un moment quand on préparait des activités. Je me rappelle, on préparait un concours dans une salle de Brazzaville, le cinéma Vogue. Et on avait exposé un thème sur lequel on devait écrire des textes, on devait composer des textes de rap. Et à la 3e ou 4e séance de répétition avant le concours, il fallait que chacun passe à la répétition, il fallait que chacun passe devant et expose un peu son texte devant les copains du groupe. Et à mon tour, quand j'ai exposé mon texte, pour la première fois, mon ami m'a dit, on m'appelait Badjo, hein, mon nom des amis intimes, quoi. Il me dit, Badjo, mais ce que tu fais, je trouve que c'est plus du rap. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, je sais pas, c'est un autre genre de musique que tu fais, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ok, on s'est arrêté à la répétition. La 2e séance, on vient, j'expose mon même texte. Il dit, toi, tu fais plus le rap, c'est maintenant autre chose. J'ai dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Dis-moi, mon cher, ça fait longtemps que tu es dans la musique. Moi, je viens d'arriver, j'étais dans la percussion, la musique traditionnelle. Le rap, c'est maintenant que je la fais. La musique un peu moderne, c'est maintenant que je la fais. C'est quoi le genre de musique que je fais? Il me dit, j'arrive pas à comprendre, laisse-moi aller réfléchir. C'est à la dernière répétition avant le concours, avant le festival, qu'il me dit, écoute, Badjo, j'étais remarqué, j'étais suivi et j'ai écouté d'autres musiques aussi. Je trouve que tu fais plus le rap. Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Il me dit, tu fais du reggae. Il dit, tu fais du reggae parce que ta manière de poser, les tons sur lesquels tu poses, ce n'est plus du rap. La tendance que tu amènes, ce n'est plus du rap, c'est du reggae. Mais je te conseille, Badjo, fais du reggae. Et c'est parti de là. Donc, c'était peut-être la personne qui a eu la révélation, quoi. Qui a eu le déclic pour toi? Oui, qui a eu le déclic pour moi, c'était la révélation. Et j'ai dit, je vais faire du reggae. Mais moi, je n'ai jamais écouté du reggae. J'avais jamais écouté du reggae avant ça. J'ai dit, mais comment ça va partir de là, faire du reggae? Il me dit, c'est le seul conseil que je te donne. Ne fais pas le rap, fais du reggae, ça va marcher. Et on était en 2009, si je ne me trompe pas. Il me dit, fais du reggae, ça va marcher. J'ai dit, j'ai jamais écouté le reggae. Mais à partir de là, bon, je me suis dit, bon, je vais essayer d'écouter le reggae. Et j'ai commencé à écouter un tout petit peu du reggae, du Bob Marley, Burning Spear, et avec Joseph Hill Culture, avec Alpha Blondy Chicken Jaffa Cody. Par contre, je ne savais pas que mon père était un grand fan de reggae à l'époque. Après, c'est l'ADN. Hein. Certainement, quand je suis venu au monde, il était déjà fan du reggae et c'est passé dans mon sang, quoi, sans que je ne le sache. Et papa m'avait remarqué que j'écoutais maintenant beaucoup du reggae. Le gars, il m'a acheté un compil de... Mais j'imagine pas, j'étais des tas de CD de reggae. Et donc, du coup, le matin, je partais à l'école et à midi, je revenais dans le reggae. Le soir, reggae. La nuit, reggae avant de dormir. Mais quand je dormais, je laissais ma playlist de reggae passer et tout et tout. Donc, je me levais le reggae. Après, il n'y avait que du reggae dans mes oreilles, que du reggae, que du reggae, que du reggae. Et c'est parti de là. Mais c'est Lucky Dubé, Philippe Lucky Dubé, l'artiste sud-africain, qui m'a beaucoup impacté, qui a inspiré ma carrière musicale du reggae. Et ses textes, sa mélodie, sa façon d'écrire, ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est parti de là. J'ai plongé dans le reggae, dans cet univers. Justement, j'ai vu que tu parlais de lui, Philippe Lucky Dubé, c'est bien comme ça, je ne coche pas, comme influence. Comment tu fais pour intégrer les rythmes traditionnels congolais dans ta musique reggae pour créer ton son unique? Je me suis inspiré de Philippe Lucky Dubé, qui à la base aussi n'était pas reggaeman, qui a commencé dans une musique traditionnelle de son pays, et après qui est devenu reggaeman aussi par le conseil de son producteur. Pourquoi? Parce que le gars, quand il faisait des concerts, tout le temps qu'il glissait un morceau de reggae, la foule s'émerveillait. La foule s'émerveillait. Donc, sur un répertoire de 10 chansons, il glissait toujours un morceau de reggae et la foule s'émerveillait. C'est son producteur qui le conseille de faire du reggae parce qu'ils vont peut-être briller dans ça. C'est comme ce qui s'est arrivé avec moi, avec mon collègue, mon ami, qui a eu la révélation de me conseiller de faire du reggae. Et donc, étant donné que j'étais artiste, musicien déjà à la base traditionnelle, donc tous ces rythmes traditionnels, que ce soit le Muntwashi, que ce soit le Wara, que ce soit le Kingijila, tous ces rythmes de chez moi. Et je les ai pris, parce que j'ai grandi dans ça, je les ai pris. J'ai mélangé avec les battements de reggae, avec les battements un peu de hip-hop, parce que je venais dans le hip-hop. Et ça crée une symbiose musicale qui fait une certaine particularité de ma musique. Que ce soit la rumba, une guitare rumba, guitare soukous, guitare Muntwashi, que j'ai relié
avec les battements de reggae, tu vois, le trois temps du reggae là, qui a toujours tendance un peu à tomber. Ça donne une certaine coloration à ma musique et c'est ce qui est devenu aujourd'hui. Donc, à partir de là, tu crées ton premier groupe. En quelle année? Et je crée le Kizma Connection en fin 2012. D'accord. Ouais, fin 2012, en novembre. Et je crée le Kizma Connection. Mais on est apparu en 2012, hein, mais je n'ai pas créé en 2012. Et oui, on a travaillé pendant une année. Et je bénis Dieu parce que quand j'étais dans le cercle culturel de la Boutancy, je montais tout le temps à l'étage avec ma guitare. Et je passais mes moments de travail tout seul et tout. Je composais, mon papa qui corrigeait mes textes, qui m'a appris un peu à écrire, un peu à respecter les strophes, à respecter tout ça, quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et il y avait des voisins à côté, c'était des Centrafricains. Donc il y avait Romain, et son frère Cissé. Romain, c'était un batteur-guitariste. Et quand moi je montais à l'étage, je faisais mes répétitions, et de leur chambre, ils me voyaient. Et puis un jour, ils se sont approchés de moi. Ils m'ont dit, mais mon gars, on te voit jouer à la guitare et tout, est-ce que tu es... J'ai dit, non, je sais pas, j'apprends à jouer à la guitare, j'ai envie de monter un groupe. Et c'est parti de là, c'était mes deux premiers musiciens. Il est arrivé, il me dit, moi je suis batteur, je suis aussi guitariste. Mon petit frère, il est guitariste aussi. Et deux sont africains. On a commencé à travailler tous les deux. Et voilà, c'est parti de là. Le Kizma Connection a commencé à voir le jour avec ses frères. On va parler de ton premier album, d'Exil, mais avant d'y arriver à cet album, dis-moi quel est ton processus de création, effectivement, pour pouvoir monter la musicalité des sons que tu as mis sur l'album Exil. L'album Éveil, Oui, je l'ai créé ou je l'ai composé en 10 ans d'espace. Donc depuis 2012 à 2022. L'album est sorti en 2022, le 20 avril 2022. Donc pendant 10 ans, j'ai travaillé, amélioré mes textes, amélioré ma musicalité. Comme j'ai dit, il y avait de la musique traditionnelle en moi. Donc après l'univers dans lequel je vivais, c'est ce qui a influencé mes textes aussi. J'ai vécu, moi j'ai grandi dans la guerre au Congo, dans la guerre civile au Congo que j'ai vécu. J'ai vécu du début à la fin. Donc imaginez à l'âge de 9 ans, à l'âge de 8 ans, vous voyez des gens se faire éventrer devant vous. Vous voyez des gens se faire décapiter devant vous. Ça crée une certaine rébellion au fond. Ça crée une certaine je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais ça crée une force de vouloir faire quelque chose. Et comme je n'avais que la parole, je n'avais que la voix pour faire des choses, pour changer les choses. Et c'est ce qui a influencé les textes de l'album Éveil. Donc pendant 10 ans, j'ai amélioré les textes. Pendant 10 ans, j'ai amélioré les musiques. Et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Donc c'était un travail quotidien, un travail de jour au jour. J'ai enregistré des maquettes que j'écoutais pendant des mois, que je pouvais apprécier ou pas, que je faisais écouter aussi à des gens, à des supérieurs, afin qu'ils me donnent leur avis. Non, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu aies écouté X, que tu aies écouté Burning Speed, écoute un peu Alpha Blondy, non, on va écouter Michael Jackson, toutes ces choses-là. Donc j'ai amélioré le jour au jour pendant 10 ans, et jusqu'à ce que l'album voie le jour en avril 2022. Justement, suite à cet album, c'est la polémique. Tu te retrouves réfugié politique en France. Parle-nous de cette période-là. Déjà, l'album Éveil a suscité beaucoup de tensions pour certaines personnes qui ont jugé que j'ai peut-être osé dans certains textes, mais c'est tout à fait normal. Vous voyez, quand vous passez toute une jeunesse dans un état où règne la corruption, dans un état sous une dictature quelconque d'un certain nombre de personnes, d'un groupe de personnes, et comme je dis, ça crée une certaine révolte. Et je n'avais que la voix pour parler, pour changer les choses, pour mener une certaine bataille, un certain combat, sans pourtant prendre les armes, mais prendre les armes de la parole. Et mes textes m'ont amené à l'exil. Donc, dans mon pays, j'ai subi une censure, des menaces de mort aussi, des menaces d'arrestation. Mais je bénis Dieu parce que je suis en sorti vivant. Je suis en sorti vivant et par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici en France, en passant par le Cameroun, en passant par la Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal. Et sans oublier, je ne pouvais pas prendre un vol. Je ne pouvais pas prendre un vol parce que j'étais déjà sous une emprise quelconque, que j'étais libre mais emprisonné, quoi. Je ne pouvais pas sortir. Et j'étais surveillé de près parce que j'étais quelqu'un, soi-disant pour eux, qui était fouteur de troubles. Mais alors que non, je ne faisais que déplorer les choses réelles, la corruption, le tribalisme qui règne dans mon pays et dans d'autres grandes parties de l'Afrique aussi.
Et ce sont tous ces thèmes-là qui ont amené les politiques de mon pays à se lever, à me mettre des bâtons dans les roues, jusqu'à menacer ma famille, à me menacer aussi, à menacer mes musiciens, qui n'avaient peut-être pas les mêmes convictions et la même foi que moi. Oui, oui, parce qu'on n'a pas le même état d'esprit. J'étais le leader, c'est vrai, mais on n'a pas la même force mentale. Et les gars, ils ont commencé à céder, ils ont commencé à avoir peur, parce qu'ils ont vraiment reçu des menaces. Et là, j'avais compris qu'il fallait partir. Il fallait partir. Aujourd'hui, je me retrouve exilé politique, pour ne pas dire réfugié politique en France. Et voilà. D'accord. Donc, ton arrivée en France, maintenant que tu es arrivé en France, la question que je peux te poser, c'est comment s'est passée ton arrivée? Eh bien, déjà, étant donné que dans mon pays, je ne pouvais pas prendre un quelconque vol, je ne pouvais pas prendre un quelconque moyen de transit, dans le sens un bateau pour traverser le fleuve, quoi que ce soit, il fallait sortir de façon frauduleuse. Donc, il fallait sortir de façon frauduleuse, mais je ne suis pas sorti de façon frauduleuse. Je suis sorti par des frontières terrestres, mais pas des forêts. Par des forêts, j'ai traversé pour le Cameroun, parce que je suis membre d'une association Sulvi, ici en France. J'ai travaillé avec eux, je travaille de loin, par l'entremise de Charlin Kinouani, qui fut mon manager à Brazzaville, qui a géré mon côté administratif. Donc, c'est lui qui m'avait mis en rapport avec cette association. Et donc, l'idéal pour eux et pour toutes les autres personnes autour de moi, c'était que je parvienne à sortir du pays, d'abord. Parce que je ne pouvais pas prendre un vol partant du Congo à Dakar, du Congo pour N'Djamena, du Congo, je ne sais pas pour quel autre pays. Parce que je ne pouvais pas sortir du pays. J'étais libre mais emprisonné, parce que tout était surveillé. Mes appels, mes fréquentations, qui je fréquentais. Après, je comprends, vu les thèmes que j'ai explorés, il y avait maintenant tellement de grands hommes politiques autour de moi, et des hommes politiques dans le sens qui étaient des opposants autour de moi. Et je comprends que ça éveille un peu les politiques du système de mon pays, quoi. Et donc, mes associations, mes contacts à l'étranger m'ont demandé de faire un effort de sortir du pays par tous les moyens. Et c'est après cela qu'ils ont pu m'aider à avoir un visa pour venir en France. Mais je suis parti du Congo-Brazzaville et je suis rentré au Cameroun par Yaoundé. Après, je suis allé à Douala, en passant par Tchang aussi, où j'ai participé à un festival de reconnexion du côté de Tchang. J'ai rencontré pas mal de gens aussi, jusqu'à attendre pendant un mois à Douala. Et c'est à partir de Douala que j'ai pu prendre un vol pour Dakar, en passant par Abidjan. Et j'arrive à Dakar, je suis resté pendant 6 mois, le temps de regrouper la paperasse et tout et tout et tout. Et c'est à Dakar que j'ai eu mon visa en une journée. Donc j'ai déposé mon dossier le matin et l'après-midi j'ai eu mon visa. Le même soir, les gens mes contacts m'ont demandé de partir de Dakar, parce que c'est pas bien que je reste encore sur place. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France le lendemain. Donc ça s'est passé comme ça. Une fois, alors en tant qu'artiste, une fois qu'arrivé en France, tu dois reconstruire ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu vis de ta musique? Ben, c'est comme vous le dites, il faut reconstruire la vie. Imaginez, vous avez toute une structure au Congo-Brazzaville. Vous aviez une structure au Congo-Brazzaville où j'avais des gens autour de moi. Et j'arrive dans un pays où tout est différent de ce que je connais déjà. Ce que je connaissais auparavant, la façon, le langage déjà, il change. Hein, et les codes culturels, ils changent aussi. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Donc, d'abord, la paperasse administrativement et tout, se mettre en règle du côté administratif. Et ça s'est fait rapidement par la grâce de Dieu. Et après, il faut trouver des connexions pour la carrière musicale. Et c'est vrai que j'avais quelques contacts aussi, mais pas vraiment des contacts pour essayer un peu d'aller plus vite dans ma carrière. Donc, il faut asseoir la vie sociale d'abord. Donc, du coup, je me suis mis à travailler. Je travaille aujourd'hui dans une usine. Bon, je suis en alternance parce qu'en tant que réfugié, j'ai profité d'un programme HOP 3 Michelin. C'est un programme qui est organisé entre l'AFPA, l'agence française, et le groupe Michelin, donc pour les réfugiés. Donc moi, je suis de la 3e promotion. Donc je suis aujourd'hui en alternance entre mon usine à Bassens à Bordeaux. Donc on fait du caoutchouc synthétique et mes cours à Clermont-Ferrand. Je vis de ça en ce moment, donc jusqu'en mai. Mon contrat d'alternance est fini au mois de mai et ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille, de mes enfants que j'ai laissés derrière moi, à subvenir aux besoins aussi de mes musiciens aussi qui comptent beaucoup sur moi,
qui sont de l'autre côté du Congo et à subvenir à mes besoins aussi ici en France en tant que citoyen, quoi. Et de la vie sociale de tous les jours, le loyer, tout ce qui est mangé, tout ce qui est besoin, quoi. Donc je vis de ça en ce moment. Voilà. Tu m'as dit que tu avais remonté un groupe, en train de remonter un groupe. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, oui, oui. J'étais du côté de Clermont-Ferrand avant et quand je suis arrivé sur Bordeaux, Dieu m'a mis en chemin à une personne que j'ai rencontrée et c'est ma compagne aujourd'hui, ma sublime Caro. Moi je l'appelle ma sublime Caro. Ouais, certains l'appellent Rita Marley. Hein. Bon, tu vois. Et Dieu m'a mis sur son chemin. Je l'ai rencontré 2 jours après que je sois arrivé sur Bordeaux. Donc moi je suis quelqu'un de très croyant, quelqu'un de très spirituel parce que je me dis que rien ne se fait au hasard dans ma vie. Et je débarque dans une ville où je connais personne et le lendemain je rencontre quelqu'un et c'est à travers cette personne que je rencontre tout le reste. Et donc à travers elle j'ai rencontré un musicien et à travers à partir de ce musicien j'ai rencontré 2 autres et tout, on a créé un groupe qu'on est en train de remonter en ce moment. C'est un peu compliqué parce qu'on a des cultures différentes, on ne voit pas les choses différentes, on voit les choses différemment avec ces frères-là. On a eu quelques soucis entre-temps et le groupe a dû se dissoudre après quelques mois. Mais là, j'ai pu avoir d'autres musiciens et on va se relancer. Donc, mais on continue à se battre, quoi. Je continue à me battre. On va parler d'une chose qui n'est pas évidente avant de continuer. Effectivement, vu que tu es exilé politique, est-ce que les personnes qui te côtoient ou qui veulent faire de la musique avec toi ne sont pas bloquées par ce point-là? Je pense pas. J'ai eu peut-être quelques soucis avec mes premiers copains du premier groupe que j'ai monté tout à l'heure, il y a quelques temps. Et ils avaient un souci sur les textes, que j'étais trop engagé pour eux. Mais c'est normal, on n'a pas le même vécu. On n'a pas le même vécu. Eux, ils sont peut-être nés avec la fourchette ou la cuillère dans la bouche. Moi, j'ai souffert, hein. Moi, j'ai souffert, et comme plein d'autres jeunes d'où je viens. Donc, ça crée une certaine vision mentale dans le cerveau. On n'a pas le même vécu. Donc, mes textes étaient trop poignants, que mes messages étaient trop poignants, que j'étais trop engagé. Donc, ça créait des soucis dans ce sens-là. Mais pour les gens qui m'entourent, je ne pense pas. Mais je reste un artiste avant tout. Après, je suis un artiste reggae. Et comme a dit Lucky Dubé, nobody can stop reggae. You can change the style of reggae, you can change the music of reggae, you can change the rhythms of reggae, but you cannot change the message of reggae. Donc, il a dit, tu peux changer le style, tu peux changer les battements du reggae, tu peux changer la tendance du reggae, mais jamais tu ne pourras changer le message du reggae. Parce que le message du reggae reste un message authentique, un message vrai, un message réel. Le reggae, c'est le vécu. Le reggae, c'est le vécu. On ne se lève pas d'un matin pour chanter du n'importe quoi. On chante la croyance, on chante la foi, on chante le quotidien, on chante les vécus, on chante l'amour. Donc, je reste un artiste avant tout. S'il y a certains qui pensent que le fait que je sois exilé politique, que je sois réfugié politique, ça fait un frein ou ça crée un frein à mes différentes collaborations, je pense que ce serait une petite bassesse d'esprit en tant qu'artiste, hein, parce que je reste ouvert, je suis artiste à la base. Et un artiste, c'est celui qui fait la peinture de la société. C'est quand même déplorable aujourd'hui que plein d'artistes qui passent à la télé, qui passent dans les médias avec des contenus un peu obscènes et qui, moi, je pense, qui ne font pas vraiment le vrai sens, qui ne reflètent pas le vrai sens de l'art, quoi. Parce que l'art, c'est la peinture de la société. Que ce soit l'art poétique, l'art musical ou la peinture, ça doit refléter quelque chose. Ça doit parler de quelque chose, ça doit parler d'une certaine situation. Donc, je reste ouvert à tous les artistes, je reste ouvert en tant qu'artiste. Quels sont tes projets futurs? Là, j'ai un tout petit peu une assise sociale en France. Donc, je travaille sur mon prochain album. Sur mon prochain album qui va s'intituler Cris d'alarme. Donc, le précédent, il s'appelait Éveil. Donc, il a éveillé les consciences en Afrique. Moi, je pense que j'avais gagné mon combat, sinon je ne me serais pas retrouvé en exil. Parce que si on dit toujours qui se sent morveux se mouche. Parce que si les gars se sont mouchés, ça veut dire qu'ils se sont sentis morveux. Et je pense que mon album Éveil a dû toucher les points qu'il ne fallait pas toucher. Donc, il a éveillé véritablement les consciences en Afrique. Il a éveillé les consciences en Afrique. Et donc, cri d'alarme. Vous voyez déjà ce que ça veut dire, quoi. Donc, c'est un cri d'alarme.
Donc, je travaille ce soir depuis un moment. Mais avant ça, je vais donner à mon public 2 morceaux que je mettrai en ligne, que je mettrai sur le marché pour mon public parce qu'ils attendent. Hein. Je reçois des messages du côté de la Chine, je reçois des messages du côté du Brésil. Ma musique est écoutée là-bas. Mon album Éveil a été écouté là-bas, qu'ils attendent un prochain produit. Donc, avant Cri d'alarme, ils vont avoir 2 morceaux que je mettrai pour eux sur le marché. C'est mon projet sur lequel je travaille pour mon album ici en France, en Europe, mais avant tout, mes 2 titres que je mettrai sur le marché. D'accord. Je te remercie déjà de cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin, mais je veux que tu me donnes le mot de la fin pour ceux qui te soutiennent. On a parlé de ta famille, bon, on n'y pense que dans les détails. Je veux que tu leur laisses aussi un mot. Je veux que tu leur dises quelque chose, en fait. Et je te laisserai le mot de la fin. Ben, déjà, je remercie toutes les personnes qui m'ont réussi ici en France, qui me permettent jour et nuit de garder les pieds sur terre. Parce que moi, j'ai dû partir de chez moi et j'ai pas voyagé comme tel de voyager. Et j'ai été contraint de partir. Donc, imaginez la contrainte quand tu sors de la nuit, que personne ne doit te voir quand tu sors. C'est pas, j'ai laissé mes enfants dans le lit pendant qu'ils dormaient et mes parents qui me manquent beaucoup aussi, mes enfants qui me manquent beaucoup. La dernière personne que j'ai vue, c'est ma grand-mère. Elle m'a prise dans les bras quand je suis venu au monde le premier jour. Et c'est la dernière personne que j'ai vue et en partant du Congo. Je me rappelle bien la nuit où je suis passé à la maison familiale. Il y avait ma maman, et ma grand-mère. Donc il faisait 2 heures du matin parce qu'il fallait prendre mon bus à 3 heures, il fallait partir. Donc je suis passé à la maison familiale. J'ai dit à maman, j'ai dû faire asseoir maman et ma grand-mère. J'ai dit, maman, je pense qu'il faut que je parte. Là, j'ai ma valise, il faut que je parte. Et si je parviens par la grâce de Dieu à sortir du Congo, vraiment, je ne vais plus revenir. Je ne vais plus revenir. Mais comment tu fais? Je dis, je ne sais pas, le bon Dieu va me guider. Mais je marchais par la foi en Dieu. Et je voulais sauver ma vie vraiment. Je dis, si je parviens à sortir du Congo, je ne reviendrai plus. Et c'est à ce moment que ma grand-mère a pris un verre de vin rouge et un verre de Nsamba, un vin local. Elle m'a dit, agenouille-toi. Je me suis mise à genoux devant elle. Elle s'est levée. Ma grand-mère a fait une prière pour moi dans la maison familiale au salon. Elle a pris du vin qu'elle a aspergé dans toute la parcelle en invoquant nos ancêtres, parce que nous sommes des Africains. Et c'est tout à fait logique. En invoquant les ancêtres qui m'accompagnent partout où je vais partir. Et elle a pris ce vin qu'elle a aspergé sur ma tête aussi. Elle m'a dit, maintenant va, tu n'es pas tout seul. Tu vas. Et c'est la dernière parole que j'ai entendue de ma grand-mère. Et moi, la seule chose que j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'attendre? Est-ce que tu peux m'attendre? Parce que je savais qu'elle était malade. J'ai juste supplié, je veux juste que tu m'attendes, s'il te plaît. Je ne sais pas quand je reviens, mais je veux que tu m'attendes. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je suis arrivé au Sénégal, jusqu'à ce que j'arrive en France. Elle est décédée l'année passée. Et à l'hôpital, à l'agonie, dans son coma, sous oxygène, je l'ai vue pendant qu'elle prenait son dernier souffle. Donc je peux dire qu'elle est partie devant moi. Et elle me manque beaucoup, elle va beaucoup me manquer. Elle va beaucoup me manquer. J'aurais bien voulu qu'elle soit là le jour que je retourne dans mon pays. Donc elle me manquera toute ma vie, quoi. Elle me manquera toute ma vie. Il y a mon père que je n'ai pas vu quand je suis parti. Et mes enfants aussi. Et ainsi que tous les membres de mon groupe Kizma Connexion qui sont un peu dispersés partout dans le monde. Mais je les remercie vraiment pour la force qu'ils me donnent, mes parents, que ce soit, et mes amis, mes frères, tous ceux qui croient en moi, les messages qu'ils m'envoient. Parce que ce n'est pas facile en France. Hein. Quand vous arrivez et vous n'avez personne autour de vous, vous rencontrez des gens, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, il faut avoir des pieds sur terre et la tête sur les épaules. Je remercie Joseph Caroline aussi, ma compagne, qui fait un grand travail avec moi et de soutien moral, sinon on allait peut-être craquer, quoi. Donc je remercie le bon Dieu et merci à tous ceux qui croient en moi, qui continuent à croire en moi. Et je suis sûr qu'ils n'investissent pas en vain. Ils ne mettent pas la foi en qui que ce soit, quoi. Ils me connaissent de toute façon, ils me connaissent que je suis un guerrier, je suis un battant, je suis un combattant et je ne lâche pas, quoi. Mon combat, il va continuer, que ce soit de loin, il va continuer, que ce soit ici en France, je vous le dis qu'il va continuer. Donc je reste moi, je reste qui je suis, le Moussi Congo. Voilà, l'enfant du pays. Donc je vous remercie tous et je les remercie une fois de plus du fond de mon cœur. Et pour tes enfants? Mes enfants, ce sont eux qui me donnent de l'espoir. Hein. Ils me donnent de l'espoir quand je parle avec ma petite Éveil, que j'appelle Éveil parce qu'elle est née le 4 avril.
Et l'album est sorti le 22 avril. Donc je l'appelle Éveil, ma sublime soise d'éveil. Et j'ai eu 2 enfants, Giorgio Ronel et Soise d'éveil. Et ensuite j'ai un enfant d'adoption aussi, l'enfant de mon oncle que j'ai adopté depuis le pays. Donc voilà, je pense beaucoup à eux, ils me donnent de l'espoir. C'est grâce à eux que je garde vraiment les pieds sur terre aussi, une lueur d'espoir parce que je me dis il faut que je réussisse, que je vais réussir. Et quand j'entends la voix des enfants au téléphone, ça me donne le moral, quoi, ça me remonte le moral. Et je les aime beaucoup. C'est normal, après je suis un père. Donc je les aime beaucoup, mais ils me manquent vraiment. J'aimerais tant être à côté d'eux, j'aimerais tant qu'ils soient à côté de moi maintenant, en ce moment. Mais bon, le bon Dieu sait ce qu'il nous réserve, quoi. Et je garde la foi. Je te remercie. Merci. Ingeta. Musulman, chrétien, bouddhiste, animiste et rastaman. Jésus, Mahomet, Bouddha, Haïlé Sélassié. Musulman, chrétien, bouddhiste, animiste et rastaman. Jésus, Mahomet, Bouddha, Haïlé Sélassié. Simon Kimbangu et Machua sont des visages de Dieu. Retirez alors toutes vos bombes des mosquées et temples. Prenez vos Bibles et prenez vos Corans pour marcher dans la lumière. Oui, marchez dans la lumière divine. Prenez vos Bibles et prenez vos Corans pour marcher dans la lumière. Oui, marchez dans la lumière divine. Être humain, c'est comprendre que Dieu nous a tous fait à son image. Être humain, c'est comprendre que chacun de nous est une parcelle divine. Être humain, c'est comprendre que Dieu nous a tous fait à son image. Être humain, c'est comprendre que chacun de nous est une parcelle divine. Ainsi, il est temps de réaliser que la lumière divine est indivisible. C'est le moment de comprendre, c'est le moment de comprendre qu'il est déraisonnable d'opposer les visages de Dieu. Prenez vos Bibles, la Torah et vos Corans pour marcher dans la lumière. Oui, marchez dans la lumière divine. Prenez vos Bibles et prenez vos Corans pour marcher dans la lumière. Oui, marchez dans la lumière divine. Être humain, c'est comprendre que Dieu nous a tous fait à son image. Être humain, c'est comprendre que chacun de nous est une parcelle divine. Voilà. C'est l'indivisible. Elle parle de l'unicité de Dieu. Qu'importe le nom que le donne, Allah, Bouddha, Dia, il est le même. L'unicité de Dieu.